Bonjour Gilles, Salut Sandra. je suis très contente de t'avoir aujourd'hui pour cette interview pour le podcast Divergent. Et du coup, voilà, j'ai déjà d'emblée, pour les personnes qui ne te connaissent pas justement, j'ai déjà une question, pas piège, mais une question en tout cas qui déjà me titille ma curiosité et qui est Qui tout es-tu? qui est, une variante du «Qui es-tu?» D'accord. effectivement, mais comment est-ce que tu te présenterais aux personnes qui ne te connaissent pas? C'est pas rien ça. Mmh mh. Simplement, je m'appelle Gilles, j'ai, une passion dans la vie Mmh. qui est de transmettre, de la vie, de transmettre l'enthousiasme, de transmettre, la foi dans ce que je fais et dans ce que les gens que je rencontre font. Je suis passionné des gens, je suis passionné de la relation. Mmh. Je suis papa de 3 merveilleux garçons. Mmh. Je suis l'époux de ma chérie. Je suis, et je fais plein de choses de ma vie, quoi. Et ce qui me passionne, c'est vraiment de partager, d'échanger, de construire et de co-construire. Mmh. C'est déjà Je sais pas une si je belle réponds à ta présentation, question. hein. Si, si, Pardon? c'est déjà une belle manière de se présenter, je trouve. Ouais. Hem, et du coup, j'ai envie de continuer un petit peu sur une petite note un peu, fun ou de jeu. C'est, du coup, Gilles, si tu étais un animal, une plante, un symbole ou une couleur ou je sais pas, quelque chose, tu serais quoi et pourquoi? Alors, si j'étais un animal, quand j'étais ado, j'ai reçu un totem et c'est celui du panda. Mmh mh. Hem, Néanmoins, c'est une question que je pose assez régulièrement aux gens avec qui je travaille et je me rends compte que je m'identifie pas vraiment ou pas tellement au panda. En termes de personnalité, je pense que je m'identifierais plus à un caméléon. Mmh. Parce que c'est vrai que je gravite ou que j'ai gravité dans plein de milieux très, très différents et j'adore rentrer, me fondre ou m'inscrire dans des mondes, c'est qu'à le dire, divergents, Mmh mh. différents. Mmh. Mmh. Pour l'animal, voilà. Pour la plante, un arbre, grand et fort et très enraciné, avec, moi, l'arbre qui m'inspire, c'est mégalo, mais on s'en fout. L'arbre qui m'inspire, c'est celui du film Avatar. Mmh. OK. C'est l'arbre vie, quoi, l'arbre village, l'arbre dans lequel, tout est là, tout est présent, tout le monde grandit et vit ensemble, à cet endroit-là. Et puis il y a l'arbre en souterrain aussi, celui, heu, celui des valeurs, celui des ancêtres, celui des histoires, celui des esprits et que voilà, ils se nourrissent vraiment, l'un l'autre, quoi. Mmh mh. Mmh. OK, cool. Bah, l'arbre de vie donc. Ouais, Cool, merci. je t'en Hem, prie. du coup, là ce qui me donne envie un petit peu de te découvrir plus, c'est, justement, si tu devais raconte-moi en fait un petit peu ton parcours de vie. On parle d'arbre de vie, mais donc du coup, c'est quoi ton parcours de vie, Raconte-moi ce que tu veux, comme tu veux, en commençant ton histoire où tu veux. Vois un petit peu, ouais,
Raconte-moi ton histoire. Raconte-nous ton histoire. On a du temps? On a du temps. OK. Hem, j'ai eu une très belle enfance Mmh. dans laquelle j'ai eu la chance de grandir et d'aller dans une école, qui m'a laissé beaucoup de liberté, beaucoup de créativité, qui m'a donné envie, je parle de l'école primaire, qui m'a donné envie d'une chose, c'est d'apprendre. Mmh. Donc en gros, je suis sorti de là, je connaissais pas grand-chose, mais j'avais appris une chose, c'était l'envie de rencontrer et l'envie d'apprendre. Et ça m'a jamais quitté. Alors je vais pas vous faire tous les épisodes, mais très vite, je me suis dit qu'il y avait un art ou une discipline artistique qui m'attirait, et c'était celle de la scène, et c'était celle du théâtre. Et donc, très vite, je me suis mis à suivre des cours, je me suis mis à faire partie d'une troupe quand j'étais ado, la troupe de l'école d'abord, où mon meilleur ami et moi, on était en compète chaque année. On avait une année, c'était lui qui avait le premier rôle, l'autre année, c'était moi. Puis on était devenus un peu les fleurons de l'école, et on représentait cette école un peu partout dans des concours de théâtre et de trucs. Et tout ça. Et puis j'ai commencé ce qui s'appelle la déclamation aussi. Donc j'apprenais de la poésie, des textes. Les mots étaient vraiment un truc qui me passionnait fort. Et puis, à 16 ans, à l'âge de 16 ans, j'accompagne ma sœur dans un cours de chant, parce que parce qu'en gros, elle n'avait pas envie de rentrer toute seule, il faisait froid, c'était le soir, l'hiver, et elle me demandait si je voulais pas l'accompagner pour qu'elle soit pas toute seule. Alors je l'ai envoyée sur les roses 4 fois, et puis à la 5e fois, elle m'a dit: «Allez Gilles, s'il te plaît, viens avec moi». Et donc je suis allé avec elle. Et je suis rentré dans cette classe, vraiment le chaperon, quoi, je l'accompagnais. Et, et puis il y a la prof qui me dit, vous, ici. Alors, je regarde derrière moi, genre, quoi, c'est à moi que vous vous adressez. Il me dit, oui, oui, ici, au piano. Alors j'arrive au piano, et elle joue un truc, elle joue un arpège, et elle me dit, chantez. C'était une prima donna, une cantatrice. Et j'ai chanté. Et puis elle m'a regardé et m'a dit, à la semaine prochaine. Et c'est comme ça que j'ai commencé le chant. J'ai commencé le chant classique, le chant d'opéra. Et très vite, en fait, ce petit truc arrivé par hasard est devenu une immense passion dans ma vie. Mmh. Et je me suis rendu compte que si, alors j'avais à ce moment-là 17 ans, 18 ans, et je commence à jouer en tant qu'acteur. Je suis engagé dans des spectacles pro, dans différents théâtres à Bruxelles, puis en Belgique. Et je me rends compte petit à petit qu'en fait, je sens qu'il me manque une dimension au théâtre. Et cette dimension, c'est la dimension musicale. Musique que j'étudiais déjà depuis des années. J'avais commencé ça enfant. Et puis, cet épisode du chant est venu vraiment comme la pierre, comme la clé de voûte Mmh. de ce qui était juste pour moi, puisque je me suis rendu compte que s'il y avait cette dimension de la musique qui me manquait au théâtre, eh ben, l'opéra était la jonction géniale Entre les 2. entre Mmh. le théâtre et la musique. Et donc, j'ai commencé à étudier le chant d'opéra. Je me suis inscrit dans des cours, dans des écoles, dans des conservatoires. J'ai passé des examens d'entrée, et j'ai eu la chance de travailler bien et d'être reçu dans ces écoles avec plein d'appelés, très peu d'élus. Et c'était vraiment chouette. Et donc, très vite, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter
au théâtre, à l'opéra, dans des comédies musicales. Ça plaisait bien, je plaisais bien aux metteurs en scène parce que j'avais cette dimension euh, qui était encore assez rare à l'époque chez les chanteurs. En général, les chanteurs de l'époque, ils avaient appris à bien chanter, et donc c'était des belles voix. Et donc ils venaient, ils se plantaient sur scène, le pied gauche, le pied droit, ils se mettaient au premier plan et ils y allaient, ils chantaient. Mais ils ne savaient pas interpréter, ils ne savaient pas jouer. Mm. Et donc j'ai eu de la chance, vraiment, parce que je suis arrivé au moment où on commençait à chercher des chanteurs qui interprétaient. Mm. C'était cool. Et donc j'ai interprété. Et donc je faisais l'acteur, le chanteur qui interprétait et qui jouait des rôles. Et ça, c'était cool. Et donc j'ai eu plein de spectacles. J'ai eu la chance de jouer dans plein de beaux spectacles, de jouer et de chanter dans plein de beaux spectacles. Euh, dont l'un qui était une aventure merveilleuse qui m'est tombée dessus. Euh, mais tu me lances vraiment sur un truc, je pourrais raconter ça pendant des heures, quoi. Mais si je devais en garder deux spectacles, le premier, c'est un spectacle que j'ai eu la chance, dans lequel j'ai eu la chance de participer, qui était Malade imaginaire, Mm. qui se donnait à Louvain-la-Neuve, au théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve. Et Armand Delcamp, qui était le grand Manitou de ce théâtre, je passe l'audition et je suis engagé d'abord comme acteur dans la troupe. Et j'ai un très beau rôle là-dedans. Et puis, il se fait que ce spectacle était un moment magique, puisque pour la première fois depuis la mort de Molière, on allait redonner le spectacle à l'identique, exactement comme il était donné à l'époque de Molière. Trop fort. Mm. Trop fort. Donc, il faut se rappeler que Molière meurt à la 4e, je pense, représentation du Malade imaginaire. Il meurt sur scène. Et donc Louis XIV, Molière était l'écrivain du roi, d'accord. Et Louis XIV, à l'époque, il avait un écrivain, il avait un musicien ou deux compositeurs qui étaient les musiciens du roi. Et donc à l'époque, il y en avait un qui s'appelait Lully, Jean-Baptiste Lully. Mais Molière et Lully ne s'entendaient pas trop bien. Donc il y avait un second musicien du roi qui était Marc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier, vous le connaissez certainement parce qu'il a composé la marche nuptiale, le fameux air qu'on passe au mariage. Et donc Molière et Charpentier travaillent ensemble sur le Malade imaginaire. À l'époque, il faut savoir que les gens, ils allaient plus à l'opéra qu'au théâtre. Le théâtre, ce n'était pas un truc qui était très répandu encore. Et à l'époque du Molière, eh ben, ça commence à s'équilibrer. Mais pour que les gens viennent au théâtre, il fallait leur donner de la musique. Et donc, Molière, il travaille avec Charpentier. Et Charpentier compose la musique du Malade imaginaire, qui est une super musique. Et à la 4e représentation, Molière meurt. Et Lully, jaloux, Il se dit qu'il va pouvoir reprendre. arrange. Ouais. Pardon. Il se dit qu'il va pouvoir reprendre le truc. Ben, il se dit surtout, je vais reprendre mon rôle, je vais reprendre ma place, et il fait interdire la musique de Marc-Antoine Charpentier. Mm. Et donc, du jour au lendemain, cette musique disparaît. Et pendant 3 siècles, la musique, elle n'existe plus. Et on connaît du Malade imaginaire que la pièce de théâtre. C'est ça. Et puis, il y a un archéologue musical, je ne sais pas, qui retrouve dans des archives de la Bibliothèque nationale à Paris quelques feuillets, la musique de Marc-Antoine Charpentier, le manuscrit, quoi. Et là, Taratatsouin, Armand Delcamp s'empare du truc et dit, dans sa mégalomanie géniale, on va remonter le Malade imaginaire à l'identique. Avec la musique, du coup. Avec donc les acteurs, avec un orchestre sur scène, avec des choristes, avec des solistes, des danseurs,
avec des figurants, enfin, truc de fou, quoi. Et moi, j'ai la chance, voilà, d'être acteur là-dedans. Et puis, je passe quand même l'audition pour le chant aussi, donc, pour les acteurs et puis pour le chant. Et là, on me dit, OK, on t'embarque pour les chœurs. Et on t'embarque, il faut que tu deviennes le responsable, enfin, comment dire ça, le chef des troupes, quoi, des chœurs, parce que comme je te dis, les chanteurs, ils sont tous planqués là comme des piquets, et toi, tu vas amener ton métier d'acteur aussi, donc tu vas un peu faire le meneur de revue, quoi. Et donc, me voilà à faire et l'acteur et le chanteur dans les chœurs. Et puis, 3 jours avant la première, il y a un drame qui se passe dans la troupe, et il y a le chef d'orchestre qui dit à Armand Delcamp, lui, le petit là, c'est-à-dire Bibi, il faut faire quelque chose. Et donc, le drame, c'est que en fait, il y a un chanteur, un des chanteurs, un des solistes, rôle principal là-dedans, qui se blesse et qui ne peut pas participer au spectacle. Et donc, 3 jours avant, j'arrive dans ma loge le matin pour répéter, et il y a l'assistant du directeur qui me dit, il y a le directeur qui t'attend dans la salle, vous allez devoir discuter contrat. Et donc, j'arrive et il y a Delcamp qui me dit, tu prends un hôtel, tu rentres plus à la maison, j'habitais Bruxelles, je faisais l'aller-retour tous les jours. Il me dit, je te veux à demeure 24 heures sur 24, tu reprends le rôle, machin. Mais comme on était 3 jours avant la première, il n'était pas question que je laisse tomber quoi que ce soit. Donc, j'avais le rôle de l'acteur, le rôle dans le chœur et le rôle du soliste. C'est ça. Le lendemain, on enregistre le CD, absolument pas prêt. Et 2 jours après, c'était la première. Voilà. Et donc, ce truc de fil en aiguille, c'est devenu un peu un festival Gilou, un festival Gilles Viernick, où j'avais ce spectacle qui durait 4 heures, et j'étais en scène 3h30. Et je changeais de costume. Je sais plus, mais je sais plus si c'était 7 fois ou 11 fois. Mais c'était un truc de malade mental, quoi. Et donc, on jouait parfois 2 fois sur la journée. En matinée, on commençait à 3 heures, on terminait à 7 heures. Et puis, on recommençait à 8 heures et on terminait à minuit. Et je me suis évidemment emberlificoté, emmêlé les pinceaux en me disant à la 100e représentation, je savais, est-ce que j'ai déjà dit ça? Est-ce que je ne l'ai pas encore dit aujourd'hui? Est-ce que quelle scène, quel costume, quel truc? Il m'est arrivé de me vautrer sur scène, d'entendre ma réplique, la réplique avant la mienne dans les coulisses, alors que j'étais en train de me dire « Ah, ça va, j'ai 20 minutes devant moi ». Pas du tout. J'entends les acteurs qui m'appellent en alexandrin, enfin des trucs géniaux. Donc ça, c'était un grand, grand moment. Et un autre moment, je vais la faire beaucoup plus court, c'est lorsque j'ai eu la chance d'être engagé pour le premier rôle dans l'adaptation pour l'opéra du premier roman d'Amélie Nothomb, qui était Hygiène de l'assassin. Et ça, c'était un moment incroyable, incroyable. Où je jouais le rôle d'un vieil homme obèse de 93 ans, de 93 ans, assis dans une chaise roulante, dégueulasse, il était horrible, monstrueux. Et donc j'avais 3h30 de maquillage tous les jours avant le spectacle pour me rendre immense, décatile. C'était extraordinaire comme truc. Et la raison pour laquelle j'avais pris un petit jeune, j'avais 25 ans à l'époque, c'était qu'il y a un flashback dans le spectacle et il y a un moment où le vieux explique comment il est devenu le meurtrier immonde qu'il est devenu et un truc qui se passait dans sa prime jeunesse, quoi. Et donc, je devais sortir, je me levais de ma chaise roulante et je sortais de ma carapace d'obèse pour redevenir, enfin pour perdre 80 ans et redevenir jeune, quoi. Et donc, c'était un truc de ouf, quoi. Donc voilà, ça, c'est 2 grands moments. Pourquoi je t'ai parlé de ça, je ne sais plus. Je t'ai demandé de me raconter ton histoire. Donc, Voilà, bon, puis après, voilà 2 spectacles. Et puis, je suis parti aux États-Unis pour étudier le chant.
Je suis parti à New York, j'ai obtenu une bourse pour travailler chez un prof en privé là-bas, Mhm. prof de la Juilliard School. Et je suis resté 3 ans, un peu plus de 3 ans à New York. Après, passer par Paris aussi pendant un moment. Et puis, je suis rentré de New York et je m'étais cassé la voix. Mm. Donc, l'aboutissement de tout ce truc, de tout ce chemin, de toute cette quête, s'est soldé par un échec cuisant, un échec terrible, puisque sur scène, en concert à New York, j'ai forcé ma voix. Je l'ai blessée. Et je suis rentré en Belgique avec plus rien, avec plus de voix. Et je devais donc me faire opérer entre 6 mois et 9 mois après ça. Et la seule manière, ce que j'avais reçu comme message des médecins, le message était très clair, c'est si je veux arriver en forme à l'opération, je dois me taire. Pendant 9 mois, Pendant 6 mois. 6 mois. Ouais. Et pendant 6 mois de ma vie, vous avez compris que je me suis rattrapé depuis et j'ai la langue bien pendue. C'est peut-être pas ça, je sais pas. Mais donc, je me suis tué. Ah Je me ouais. suis tué pendant 6 mois. Totalement. Et c'était terrible. Et c'était certainement aussi une des aventures les plus extraordinaires de ma vie, évidemment. Voyage intérieur, important, très important. Et puis, j'ai eu une chance extraordinaire qui est que ma détermination ou la décision que j'avais prise, qui était que ça irait, Mm. parce que pendant les premiers mois, je ne savais pas si je pourrais rechanter un jour, si je retrouverais ma voix, ne fût-ce que parler. Alors j'avais tout sacrifié, j'avais tout donné au chant. J'avais donné mon temps, j'avais donné ma jeunesse, j'avais donné ma passion, j'avais donné mon argent. Ça m'avait coûté tout, quoi, de choisir cette carrière-là. Et puis j'avais plus rien. Et donc la chance extraordinaire, c'est que l'avant-veille de l'opération, je devais être opéré par les grands spécialistes, les maîtres des maîtres de ma grande spécialiste ici à Bruxelles, qui, elle, était spécialiste des chanteurs de l'Opéra de la Monnaie. Et donc, elle m'avait envoyé chez les maîtres de ces maîtres qui devaient opérer mes cordes vocales. Ils étaient à Toulouse. Et l'avant-veille, la veille pardon, de l'opération, l'avant-veille, je me rends compte qu'il y a un truc bizarre. Je fonce à Toulouse parce que je dois voir le médecin. Je sens qu'il y a un truc bizarre. Et l'assistant du médecin me dit, c'est hors de question, vous verrez pour les examens préopératoires, mais le docteur n'a pas de place, quoi. Il ne peut pas vous recevoir. J'ai insisté, elle m'a dit non. J'ai pris ma petite bagnole, c'était à l'époque, je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, c'était une Honda Jazz. C'est une C'est un petite petit peu. bagnole carrée, c'est l'ancêtre de la Smart, un truc qui fait du rotefeu comme ça, qui fait du 40 km/h sur les autoroutes. Et je suis descendu dans le sud jusqu'à Toulouse pour aller voir le médecin, me poster devant le cabinet du médecin en disant « Je ne quitterai pas ce cabinet tant que je n'aurai pas vu le docteur. » Et donc, il entend du bruit, tout ça, il sort, il dit « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et il me voit « Ah, monsieur Viernick, mais comment allez-vous ?» Je dis « Je dois absolument vous voir, docteur, je dois absolument vous voir. » Et donc, il me fait rentrer dans son cabinet. Il me dit « Bien entendu, rentrez, rentrez, venez. » Et donc, il me fait rentrer dans son cabinet. Et pour vous faire de nouveau d'une histoire longue, une histoire plus courte, il se rend compte que entre les images de mes cordes vocales de la semaine d'avant
images vidéo et les images de mes cordes vocales qu'il avait là sous les yeux à ce moment-là, il s'était passé un truc. Mmh. Et il vient vers moi en bégayant. J'avais un immense appareil dans la bouche. J'étais sur une table qui ressemble, à s'y méprendre, à une table de gynécologue obstétricien. J'avais les quatre fers en l'air, un truc dans la bouche, comme ça. Et lui, il vient au-dessus de moi, il fait monsieur, et moi je suis et lui, il est et moi je bon. Et puis, il m'arrache ce truc de la bouche, il me dit monsieur Viernick, mais je dis bon, accouche. Il me dit c'est différent. Je dis quoi, c'est différent? Il me dit c'est différent. Et je dis ok, et quoi? Il me dit vous êtes guéri. Ah ouais. Donc il me dit écoutez, j'ai entendu, il avait, je sais pas, 65, 70 ans, 70 ans, je sais pas. Il me dit j'ai entendu parler de 2 cas comme ça dans ma carrière, et j'en ai jamais rencontré. Vous êtes un miraculé. C'est pas du tout censé se passer comme ça. Donc, on annule l'opération. Vous prenez vos clics et vos claques et vous rentrez chez vous. Genre, avant que je ne change d'avis, quoi. Et donc, je suis ressorti de là, guéri. J'avais passé des auditions pour chanter dans Carmen. J'avais passé des auditions à New York pour chanter dans Carmen. La production allait commencer 3 semaines après. Je n'avais pas chanté depuis 9 mois. Ouais, 9 mois. Et un chanteur, s'il ne chante pas 3 jours, c'est la cata. Mais la production voulait absolument que je chante dedans. Je leur avais dit que j'avais un problème. Ils m'ont dit on garde la place pour le moment. On garde le truc. Je les ai appelés en disant je C'est suis toujours guéri, mais je n'ai pas chanté depuis 9 mois. Et ils m'ont dit c'est pas grave si tu chantes pas aux répétitions tant que tu es prêt pour la première. Alors, je dis écoutez, je peux rien vous promettre, mais ce que je sais, c'est que je vais chanter 5 minutes aujourd'hui. Je ne vais pas chanter demain. Je vais chanter 10 minutes après-demain. Je ne vais pas chanter le surlendemain. Je vais chanter un quart d'heure le jour d'après. Et on va faire comme ça. Et on va voir. Et, et un mois après, j'étais sur scène pour chanter Carmen. trop fort. Bon, c'est dingue. Et du coup, de toutes ces, bah, justement et en plus de ce passage, de cette guérison miraculeuse, tu en retiens quoi, toi, comme leçon? Bah, j'en retiens que c'est la substantifique moelle, je dirais, c'est la base de tout ce que je suis et de tout ce que je fais aujourd'hui avec, avec les gens, les personnes qui viennent me voir, Mmh. avec mes clients. Et donc, je me suis dit que je ne pouvais pas garder ça pour moi, parce qu'après, j'ai dû tout réapprendre, évidemment. Mmh. Que je ne pouvais pas garder ça pour moi et qu'il fallait que je transmette et qu'il fallait que je partage. Et donc, c'est ce qui m'a poussé, et ça, c'est encore un autre hasard extraordinaire de la vie, mais qui m'a poussé à créer, à décider de créer une école Mmh. qui s'appelle The School of Speech et qui est l'école de la prise de parole en public, dans laquelle je propose avec une équipe de super experts tous les outils Mmh. qui touchent à cette discipline extraordinaire, compliquée et extraordinaire en même temps, qu'est la prise de parole en public. Et tous les outils, c'est en fait au départ, ce que je fais moi, c'est de prendre les outils que j'ai eu la chance de recevoir sur scène, en fait, Mmh. euh, et de les transposer à la réalité de mes clients. C'est ça. Et par rapport à la voix, évidemment, enseigner et partager des outils
pour travailler son corps, pour travailler sa voix, en se faisant pas mal, en se respectant, en se blessant pas, en se guérissant, je dirais. Mmh. Et puis les outils de la rhétorique, et puis les outils du storytelling, et puis toucher le cœur de l'autre et raconter des histoires qui lui parlent, et se sortir de toutes ces présentations insipides, inodores, incolores, chiantes à mourir, pour Qu'on a tous vécu à un moment donné, hein, je là pense. qu'on a tous, évidemment, on est tous passés par là, on a tous été dans une salle en se disant mais qu'est-ce que je fous ici, nom de Dieu. Euh, ou bien on a pu donner des présentations où les gens se disaient mais qu'est-ce que je fous ici, nom de Dieu. Exact, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc tout le travail, c'est de sortir de ça et de prendre les gens et de les emmener avec soi dans des histoires, mon histoire, l'histoire de ma boîte, l'histoire de mon projet, l'histoire que je défends, le produit, le service que je propose, que sais-je, Et d'emmener les justement, gens avec c'est une quoi ton histoire. idéal alors? Du coup, c'est quoi ton idéal? C'est quoi ton message? Ou tu vois, tu crées une école, comme tu dis, tu as envie d'emmener les gens et tout, mais du coup, ce serait quoi ton, tu sais, je vais un peu à la Simon Sinek, c'est quoi alors le pourquoi qui Le t'anime? why, mon grand Ouais, pourquoi, ouais. c'est mais mon grand pourquoi, c'est en fait de me rendre compte que il est venu un petit peu au fur et à mesure, et il continue à se préciser, et probablement qu'il Mmh. évoluera toujours, mais depuis 15 ans que je fais ce métier, je me rends compte que j'ai rencontré, que ce soit avec des patrons, des grands patrons, des grands leaders d'institutions, des institutions européennes, par exemple, euh, des scientifiques, des avocats, euh, je me rends compte que, et ça se compte en, je ne sais pas, 14, 15 000 personnes que j'ai eu la chance de former, je me rends compte que l'immense majorité de ces personnes, en fait, sont des personnes hyper éduquées, pleines de messages intéressants ou importants à transmettre, des personnes expertes, pour certaines hyper expertes, bardées de diplômes. Pour autant, Mmh. aucune, aucune, ou quasi aucune, n'a jamais reçu les outils Mmh. nécessaires pour rentrer dans une salle, pour venir devant un groupe, pour ouvrir la bouche et pour transmettre un message. Bah, Du coup, t'entends la sonnette qui sonne au moment où je fais ça? C'était pas prévu. C'est des petits loups qui rentrent de l'école. Je vais leur ouvrir parce que je pense attends, qu'ils n'ont pas leur je mets en clé. pause, je mets en pause. Ok. Nickel. Ouais, donc en fait, c'est ça qui est interpellant, c'est que des personnes qui finalement sont experts dans leur domaine et qui ont un message ou plusieurs messages à transmettre, finalement, enfin, c'est vrai que je crois même en entreprise, il y a très peu de dirigeants ou de managers, ou enfin, tu vois, tu parles de présentation justement soporifique, parce qu'on ne donne pas les outils, enfin, on donne les outils techniques, tu sais, MS Office là, et Je du vois coup, bien. et du coup, c'est tout. Après, c'est un petit peu au talent inné ou pas de la personne, de l'orateur, quelque part, de s'exprimer ou pas. Donc, Exactement. Et ce qui est fou, c'est que voilà, j'ai des grands patrons de banques, d'institutions financières, même des grands avocats, mmh. enfin, ouais, des super avocats qui viennent me trouver et ou des grands patrons qui prennent la parole face à leurs équipes, mais tous les jours, Ouais. et qui détestent ça, ou qui se sentent complètement gauche, quoi. Mmh. Complètement mal à l'aise, complètement. C'est chaque fois, c'est chaque fois un supplice, quoi. Ouais. Ils prennent pas de plaisir. Alors,
Ouais. Ouais, exactement. Enfin, et alors, ils prennent pas de plaisir parce qu'ils n'ont pas appris, Mmh. parce qu'ils n'ont pas reçu des balises, parce qu'ils n'ont pas reçu des piliers, parce qu'ils n'ont pas reçu d'ancrage. Mmh. Et ce qui est dingue, c'est qu'il suffit de leur donner des, des clés dans l'ordre qui leur correspond à eux, C'est et ça. donc d'ouvrir les portes une à une et de se rendre compte du chemin qui se trace, quoi. Et des gens qui étaient rivés à leur chaise, mais quand je dis rivés à leur chaise, ils étaient blêmes, rivés à leur chaise avant de pouvoir prendre la parole, et qui aujourd'hui rêvent d'un truc, c'est de devenir conférencier ou c'est de donner des présentations TED, quoi. Enfin, c'est juste, c'est génial. Ouais. Alors j'ai la chance évidemment de pouvoir accompagner des gens comme ça, et Et puis, je ne vais pas le cacher, c'est aussi très bon pour mon business Mmh. que les gens ils aient pas reçu tous ces outils. Tu vois? C'est oui, c'est Faut quand même être clair. J'avoue, j'avoue. Mais néanmoins, ça me scie. Comment ça se fait mmh. qu'on n'a pas reçu ces outils quand on était comme ça, quoi? Mmh. Le monde anglo-saxon, il fait un boulot génial par rapport à ça. Mmh. Il, c'est pas tellement qu'il apprend les outils, mais l'éducation anglo-saxonne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les mômes et qu'elle les met sur scène pour le plaisir, quoi. Pour transmettre quelque chose de l'ordre de la joie, de l'ordre du... On prend son pied tous ensemble sur scène, quoi. Et donc la performance, et le terme est vachement intéressant, hein, l'idée de performance. Et donc je dis bien, je dis à mes clients, je ne suis pas là pour faire de vous des performeurs, Mmh. mais en même temps, il y a cette notion de performance et de performer qui est que s'ils veulent devenir les dirigeants qu'ils veulent devenir sur une classe internationale, si tu veux devenir, si tu veux devenir champion de Belgique, il faut déjà que tu te casses la nénette, mais si tu veux devenir champion du monde, Ouais. la performance, elle est là, quoi. Ouais. Tu sors pas de ça. Mmh mh. Tu sors pas de cette notion. Elle est fondamentale dans tous les sens du terme. Et donc, mon, mon, ma certitude, c'est que le talent, ça se travaille. Le talent, ça se travaille. C'est pas un truc avec lequel tu nais. Je dis pas que personne ne naît avec du talent, mais mon expérience, c'est que ceux qui font le chemin le plus puissant sont pas ceux qui sont nés avec du talent, sont ceux qui ont créé leur talent. Parce que le nombre de personnes talentueuses qui, du fait de leur talent, se sont assis sur leur laurier et qui n'ont rien fait, ça, j'en connais. Mais des gens qui sont passés, qui ont bouffé de la vache enragée, qui en ont vu des vertes et des pas mûres et qui ont dépassé les obstacles et qui n'étaient pas doués au départ et qui étaient introvertis au départ, qui étaient timides au départ et qui aujourd'hui sont devenus des grands orateurs, ça, ça j'en ai vu. J'en ai, j'en ai, enfin, j'en vois tout le temps, quoi. C'est ça. Et du coup, en fait, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement hem, pour nourrir cet idéal, justement, de faire en sorte que quelqu'un qui a un message puisse le transmettre à une audience plus large? Tu me parlais de l'école, c Bah, ouais. très concrètement, je lui offre ma vie, quoi. Rien que ça. Je me mets à sa disposition, Ouais. ou je mets les gens de mon équipe à sa Mmh. disposition. Ouais. Euh, Ce que je fais concrètement, c'est ça. Mmh. Et je travaille avec eux. Mmh mh. Et, et je vais voir là où, peut-être là où ça fait mal, peut-être là où on n'a pas trop envie d'aller, mais que finalement, une fois qu'on a traversé
ces, ces rivières ou qu'on a traversé ces zones d'inconfort, on se rend compte qu'en fait, c'était un mirage. Mmh. En fait, c'était une illusion. C'est ça. Mais ce n'est qu'en les ayant traversés qu'on peut se retourner en disant c'était juste ça. C'est ça. Mmh. Et la différence entre l'avant et l'après est tellement gigantesque. Et c'était juste ça qui m'empêchait, qui me retenait. Mais ça, c'est vrai que c'est le travail. Enfin, c'est le travail du coach, quoi. C'est la possibilité de donner à l'autre le soutien et les outils nécessaires pour lui permettre de faire le chemin. C'est ça. Mmh. Et quel que soit le domaine du coaching, c'est toujours la même chose, en fait. Seulement, chaque domaine, il y a certainement des recoupements plein partout, mais je pense que chaque domaine a besoin d'être travaillé en tant que tel. Même si on peut créer des ponts, je ne sais pas si la personne qui a envie de travailler sur le fait de perdre du poids ou de travailler sa relation de couple ou de faire du coaching professionnel sur le développement de sa carrière, va pouvoir utiliser ces mêmes outils pour travailler sa prise de parole en public et inversement. Enfin, voilà. Mmh. Mmh. Je pense que chaque domaine de vie appelle ou demande un travail, si on veut aller loin en tout cas, un travail précis, avec une écoute précise de ce qui se passe et de ce qui se joue là par rapport à cette Mmh. action à mettre en place. Est-ce que tu connais la définition de la pensée divergente? Non, De Wikipédia. Je veux pas être très originale, hein, je mais t'écoute. du coup, la définition reprend en gros le fait que la pensée divergente, en fait, c'est la capacité à pouvoir avoir des solutions, des possibilités, heu, Autre? voilà, autres, produire des idées créatives et de voir d'autres, possibilités et du coup, je me demandais justement quand tu te retrouves justement à ne plus pouvoir parler pendant, 6 mois, donc c'est un moment quand même fort, je pense, ou allez, charnière, j'ai envie de dire, dans ton histoire Mhm. que tu nous as racontée. Hem, à ce moment-là, c'est quoi la méthode de divergent que tu as utilisée pour justement où tu as dit, hein, en fait, c'était, comme une évidence pour toi, tu étais déterminée à ce que, à ce que ça aille, en fait et j'aimerais bien justement sur ce moment-là, est-ce que tu as voilà, est-ce que tu as une phrase, une image ou quelque chose qui dans ce moment-là, en fait, c'était, qui t'a donné cette conclusion de dire parce que c'est la conclusion: «Non, ça va bien aller», mais qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Est-ce que tu sais? En fait, je pense que c'est une question de mouvement. Mmh. C'est-à-dire que il y a toute cette première phase qui est celle du saisissement. Je ne trouve pas saisissement dans votre musique. Je ne t'en demande pas tant, Cyril. Stupeur et tremblement. Stupeur et saisissement. Euh, ce moment où on est pris par la nouvelle, Mmh. et puis toutes les semaines, les jours, les semaines, les mois qui suivent, où il y a évidemment d'abord un mouvement de repli sur soi, un mouvement de dépression.
Et je peux imaginer que celles et ceux qui sont passés par un burn-out ont certainement vécu quelque chose comme ça. Le moment de l'écroulement, quoi. Mhm. Et puis, je pense qu'il y a une étincelle de vie Ok. qui est plus forte que tout, et que dans ce moment où cette flamme est à deux doigts de s'éteindre, il y a d'ailleurs ma main qui fait comme ça, il y a comme un appel d'air. Mhm. Il y a quelque chose qui... Mhm. Et donc cette image que c'est en touchant le fond qu'avant le mouvement du pied, il brasse de l'eau, quoi. Mais que dans le fond, paf, Mhm. je vais pouvoir pousser et remonter. Et donc, ce qui se passe pour moi à ce moment-là, c'est génial, hein, ce que des études sur des neurosciences ou tout le travail sur le fonctionnement des hormones dans le corps. J'adore cette présentation de cette femme, cette présentation TED de cette femme, cette présentation que tu connais, tu as vu 1000 fois certainement, chère Sandra, qui est cette présentation donnée par Amy Cuddy, The Power of Non-Verbals, où vraiment ils se rendent compte que, ok, au départ, on sait que l'état émotionnel se voit sur le corps et sur la manière dont je me tiens. Que quelqu'un de déprimé, on voit à sa manière de se tenir, probablement les épaules vers l'avant, le regard vers le bas. La dépression est inscrite dans le corps, d'accord ? Mais j'ai trouvé génial l'idée de leur recherche, qui est de se poser la question, mais si c'est vrai dans ce sens-là, est-ce que c'est vrai aussi dans l'autre sens ? Et donc, est-ce que le mouvement que je donne à mon corps peut-il avoir un effet sur mon état émotionnel ? Et la réponse est oui. Mhm. Et donc, il y a eu ce moment, ce mouvement en moi que je ne peux pas... C'est peut-être une phrase que j'ai lue, j'en sais rien. C'est peut-être un truc que quelqu'un m'a dit, j'en sais rien. Ou c'est peut-être un rêve, ou c'est peut-être moi qui ai touché le fond, mon fond, pour pouvoir rebondir. Et à ce moment-là, mon corps, il a fait ça. Mhm. Et j'ai ouvert ici, quoi. Mhm. J'ai réouvert ici. Et à ce moment-là, j'ai commencé et j'ai fait contre vents et marées, contre les avis de tout le monde. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour me retrouver. J'ai fait ce que jusque-là, j'avais jamais fait. J'ai commencé à méditer. Je n'avais jamais fait ça vraiment à fond avant. J'ai commencé à prier. J'avais jamais prié de ma vie. Et je ne sais pas ce que je priais, moi peut-être, ou mon propre potentiel, j'en sais rien. J'ai été voir des médecins allopathes, j'ai été voir des médecins, des homéopathes. Je devais me piquer avec moi-même, avec une seringue, avec un truc homéopathique dans la gorge tous les jours. Je devais me faire des piqûres moi-même. Déjà, ça, c'était un truc de dingue. Je suis allé voir des guérisseurs, je suis allé voir des magnétiseurs, je suis allé voir... J'ai tout fait. Et alors, les gens me disaient, mais oui, mais attends, Gilles, qu'est-ce que tu fais ? Tu pars dans tous les sens, et alors tu ne vas pas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et je dis, mais je m'en fous. Enfin, je dis, non, j'écrivais, je m'en fous. J'ai un petit calepin, j'écrivais, je ne pouvais pas parler. Je m'en fous. Ça n'est pas mon problème. Mon truc à moi, c'est la guérison, quoi. Et donc, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour guérir. Et qu'est-ce qui a fonctionné ? Le magnétisme
l'homéopathie, l'allopathie, le silence, la méditation, la prière, les incantations, ou ce que je crois profondément, que ce qui m'a guéri, c'est probablement tout ça et le rire. Tu pouvais rire en Parce que ça silence. fait 1 an, je pense que je riais plus, 9 mois en tout cas que je riais plus. Oh là là, oui. Et il s'est passé un truc à un moment où j'ai éclaté de rire, où ça a été plus fort que moi. Et je pense que c'est entre autres ce qui m'a guéri. Je pense vraiment très techniquement que le rire a opéré mes cordes vocales. Excellent. Que l'éclat de rire a fait un truc qui a cisaillé quelque chose sur mes cordes vocales, qui a vraiment enlevé ce polype, cette excroissance qui était venue se placer sur ces cordes. Et donc, j'ai envie de croire, j'aime à dire que c'est le rire qui m'a guéri, tu vois. Tu peux dire ce que tu veux en vrai, hein. Voilà. C'est ça aussi, en tout cas, j'en suis certain. Trop Voilà. cool. Je ne sais Ah. pas si je réponds à ta question, Sandra. Mais oui, si, parce que enfin, j'entends que justement, tu vois, dans l'idée de divergence, c'est que tu vois plusieurs solutions possibles. C'est intéressant parce que tu avais une problématique et finalement, c'est ça que tu as fait. C'est que tu as exploré toutes les possibilités Ouais. pour arriver au résultat que tu voulais. Et j'ai même paraphrasé un de nos mentors respectifs qui dit croire pour voir, en fait. Tu Ouais. as cru ta guérison possible avant qu'elle Exactement. soit effective. Et Exactement. en fait, elle a fini par devenir tangible, on va dire ça comme ça. Oui. Oui, absolument. Donc non, tu Et as tu très bien. vois, je vois ça autour de moi avec des gens qui sont, par exemple, atteints du cancer ou atteints de maladies graves. Et ils se disent, je veux pas me disperser. Je veux pas, je suis le protocole, machin. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais ok, et puis quoi? Et si ça marche pas, enfin, pourquoi est-ce que tu mettrais pas toutes les chances de ton côté? Et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. En fait, ta décision, c'est la vie, quoi. Et la vie, elle est pas monochrome, mais la vie, elle est faite de plein de choses. Prends la vie à bras le corps, quoi. Mmh. Vois pas petit, vois grand. Et, et, et crois pour voir, effectivement. Mmh. Ouais, c'est ça. Du coup, pour terminer cette interview passionnante, tu es passionnée. Hem, si on devait, si tu avais un message à transmettre, je sais pas, un mantra, une citation, quelque chose, un mot de la fin en quelque sorte, mais qui fasse une phrase, pour conclure cette interview, ce serait quoi? Qui résume ce qu'on a partagé là? Et que tu aurais vraiment envie que, s'il y a un truc que les gens doivent retenir, c'est ça. Parce que ça a été la pépite qui a fait la différence. Il y en a plein, mais la phrase qui me vient quand tu me poses cette question, c'est une phrase en anglais qui dit, je l'aime beaucoup, et qui dit Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why we call it present. Mmh. Cette phrase toute simple qui dit hier c'est l'histoire, demain c'est un mystère, et aujourd'hui c'est un cadeau, et c'est pour ça qu'on l'appelle présent. Mmh. Je pense que dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, plus que jamais, être reconnaissant et avoir de la gratitude pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on a ici et maintenant, et pour aujourd'hui, la gratitude d'être en vie, Mmh.
c'est génial, en fait. Et donc, pouvoir prendre ça, pouvoir jouir de ça, et pouvoir partager ça avec les autres, le fait d'être ensemble, le fait d'être en vie, le fait d'être en bonne santé, le fait de faire ce qui nous passionne. Moi, je me rends compte de la chance extraordinaire de faire la chance extraordinaire et la chance du choix que je fais chaque jour de faire un métier qui me passionne, quoi. Mm. C'est c'est le pied. Et c'est le pied de faire ce choix. Ce serait beaucoup plus simple de faire d'autres choix à certains moments. Et je pense que ce choix, il est salutaire. Être libre. Mm. Finalement, oui, tu choisis d'être libre Ouais, exact. en faisant quelque chose qui te passionne. Voilà. Ok. C'est je choisis. Donc une deuxième phrase, un deuxième mantra, c'est je choisis ou je fais le choix. Parce que plein de gens, plein de gens, et plein de mes clients, et peut-être et certainement plein de tes clients, en permanence, viennent avec des j'ai pas le choix ou c'est comme ça. Et tout notre travail à nous est de leur permettre et de me permettre d'abord et avant tout de me rendre compte que je fais le choix. Donc, j'ai le choix et je fais le choix de pour tout, en fait. Pour tout dans ma vie. Ben, merci pour ce mot de la fin. Je choisis. Je choisis. Je choisis et merci, du coup, d'avoir choisi de passer ce moment en ma compagnie. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à t'écouter. Je pense que nos auditeurs auront, aussi beaucoup de plaisir à écouter tes histoires, tes rebondissements dans les histoires. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview, Gilles, que tu m'accordes aujourd'hui et ouais et vraiment, au plaisir du coup de continuer à échanger, se rencontrer, connecter, ici ou ailleurs. Merci à Avec immensément de plaisir. Merci de ta très belle écoute et de merci. tes questions inspirantes. Je À t'embrasse, Sandra. à Merci. bientôt, ouais. Ciao. Bye.